Rebonjour à tous et bienvenue dans ce Suisse Bliss. Nous sommes toujours, depuis ce matin, le 20 janvier 2023. Donc petit point de situation sur le marché suisse et sur le reste du monde en général, après cette semaine de bourse assez originale, puisqu'on a commencé, j'ai envie de dire presque en fanfare, en se disant c'est génial, tout va bien, l'inflation est maîtrisée depuis la semaine dernière, on est tranquille pour la suite des événements. Et puis on est revenu en fin de semaine en se disant que finalement, bah oui, mais le marché de l'emploi va encore trop bien et les banques centrales ne sont visiblement pas prêtes du tout à couper les taux ou même à pivoter ou même à articuler le mot deviche. Donc pour l'instant, on est toujours dans une situation délicate. En Europe, c'est clair qu'on a une bonne performance pour démarrer le début de l'année, mais aux États-Unis, eh bien, on va le voir tout à l'heure sur l'aspect technique et on est bien revenu à l'intérieur de la tendance descendante, surtout sur le S&P 500. Autrement, eh bien, pour le reste, il n'y a pas eu de grandes choses. On commence gentiment la publication des résultats cette semaine en Suisse et dans le monde, bien sûr. Et on voit que, eh bien, globalement, les chiffres sont pas forcément mauvais. Par contre, ce qui se dessine déjà plutôt au niveau des résultats trimestriels, c'est que la suite va être très très compliquée. Et puis, quand on dit la suite va être très compliquée, ça veut simplement dire que finalement, eh bien, les managers aujourd'hui auront tendance à être très prudents sur l'avenir, à nous dire que l'année 2023 va être très très dure. Comme ça, les analystes, eh bien, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont baisser les attentes parce que ça va être très très dur. Et puis finalement, petit à petit, au fur et à mesure de l'année, si on arrive à éviter la récession, ce qui est loin d'être gagné encore pour l'instant, eh bien, on pourra potentiellement avoir des bonnes surprises à la hausse, tellement on attendait des trucs tout pourris que finalement, on s'en sort pas trop mal. Donc, grosso modo, c'est pas la semaine la plus excitante de l'année qu'on ait connue. Ça va commencer à s'activer au niveau des chiffres trimestriels dans les jours qui viennent, surtout aux États-Unis, mais également en Suisse. C'est pas encore la plus grosse semaine en Suisse, mais après, d'ici la dernière semaine de janvier, ce sera chaud patate, parce qu'il y aura beaucoup de monde qui vont arriver dans les publications trimestrielles, surtout chez nous en Suisse. Et puis, bah voilà, il va falloir commencer à interpréter les choses. Alors, pour ce qu'on a vu pour l'instant, on va y voir tout à l'heure, il y a eu 2-3 bonnes surprises, et puis 2-3 choses qui, effectivement, reviennent sur le fait que ce sera plus compliqué plus tard. Donc si on regarde en détail ce qui nous occupe pour l'instant, on est un peu toujours dans les mêmes histoires. D'abord on se dit, eh bien finalement l'inflation est en train de ralentir, mais l'inflation ralentit pour l'instant, on est à 6,5% aux États-Unis bien sûr, donc on voit que ça va bien, mais les questions qu'on peut se poser aujourd'hui, c'est est-ce que l'inflation va redescendre directement en direction des 3%, ou même des 2,5%, ce que l'on rêverait de voir ces prochains temps, ou est-ce qu'au contraire, il va y avoir un moment donné où les choses vont un petit peu se calmer. Et le risque qu'on craint de voir arriver en ce moment, c'est le problème des salaires. Parce que visiblement, il y a tellement de besoin de main-d'œuvre aux États-Unis dans le marché de l'emploi, mais qui fait que tout d'un coup, si vous voulez vraiment engager quelqu'un, il va falloir rajouter un billet par-ci par-là pour augmenter le niveau des salaires. Et si le niveau des salaires augmente, eh bien forcément, il y a des risques inflationnistes, ce qui veut dire que potentiellement, l'inflation pourrait, dès à présent, selon les spécialistes, baisser moins que ce qu'on attendait jusqu'à maintenant. Donc peut-être qu'il y a une résistance ou un support technique, on va dire, sur l'inflation qui fait que pour passer de 6,5 à 3, ce sera beaucoup plus compliqué que de passer de 9,1 à 6,5 comme on vient de le faire. Donc ça, c'est la première interrogation. En dehors de ça, il y a une bonne nouvelle, c'est que l'inflation a l'air gentiment de ralentir, même si elle baisse plus que de 0,5% par mois, on signe tout de suite parce qu'on sait que finalement, on va quand même se retrouver quelque part proche de là où on voudrait aller, de là où les banques centrales veulent aller, et d'ici la fin de l'année 2023. Donc ça, c'est plutôt encourageant, mais en même temps, on a besoin d'avoir d'autres confirmations. Alors ces points positifs au niveau de l'inflation, tout le monde les a transcrits en disant c'est bien parce que la Fed va pivoter, sauf que pour l'instant, la Fed a aussi besoin de voir un ralentissement au niveau de l'emploi, ce qui n'est absolument pas le cas pour le moment. On l'a vu avec les non-farm payrolls au début du mois, on le voit régulièrement sur les jobless claims qui sont publiés jeudi après-midi, avec des chiffres qui font que les gens demandent moins d'indemnité chômage, donc ça va plutôt pas mal. Et la Fed a vraiment besoin de voir un ralentissement au niveau de l'emploi
pour se sentir un petit peu plus rassuré pour ça et pour qu'on puisse commencer à envisager le pivot ou même mieux que ça, une baisse des taux à terme. Alors ce qui est assez intéressant de voir aujourd'hui dans les marchés, c'est que finalement, depuis l'année dernière, eh bien nous, les investisseurs, le monde merveilleux de la finance, comme j'ai tendance à le dire de temps en temps, eh bien ce monde-là a tendance à vouloir deviner ce que va faire la Fed, anticiper ce que vont faire les banques centrales, d'avoir un coup d'avance, de se dire « Ah oui, mais vu l'inflation, ils vont faire ça ». Et en fait, si on regarde un peu historiquement, sans aller chercher trop loin, en juin l'année dernière, pendant la période du Jackson Hole au mois d'août l'année dernière, à chaque meeting de la Fed, on nous a fait le même coup, à chaque discours important de la part de M. Powell, on dit la même chose, oui mais là il va commencer à changer, oui mais là il va commencer à pivoter, oui mais là peut-être qu'il va devenir dovish. Et à chaque fois, le marché anticipe ces bonnes nouvelles et à chaque fois, il est déçu. Pourtant, c'est pas faute qu'on nous ait expliqué plusieurs fois, puisque là, ces derniers temps, depuis une semaine et demie, 10 jours, vous avez une avalanche de mecs de la Fed, ou de personnes, de femmes de la Fed, qui débarquent en disant « Oui, mais non, on ne va pas changer notre fusil d'épaule, on va continuer à monter les taux, on doit continuer à casser les pattes de l'inflation, et tant que ça ne changera pas, à chaque fois, on sera déçu. » Et c'est un peu ce qui est en train de se passer en cette fin de semaine, en tous les cas, en Suisse et dans le monde, à notre connaissance. Et si l'on regarde les performances à la fin du 20 janvier, on va dire la date du 20 janvier, ou ce matin du 20 janvier, eh bien, on voit que ça continue à aller plutôt pas mal du côté du Bitcoin, malgré pas mal de commentaires négatifs. On en parlait ce matin dans le Morning Bull Live. Toujours des gens qui sont très prudents, en disant que c'est une escroquerie, ça ne fonctionnera jamais, blablabla, on connaît l'histoire. Mais le Bitcoin continue à se comporter pas mal. De l'autre côté, on a le Dow Jones qui perd 3,67% sur la semaine. Une des raisons principales, c'est la pression vendeuse assez forte qui s'est produite sur Goldman Sachs avec des mauvais chiffres en début de semaine. Également des mauvais chiffres, des chiffres mal interprétés sur Procter & Gamble parce qu'ils sont très prudents sur la suite des événements qui ont également pesé sur le Dow Jones. Et puis le semi-conducteur, on va dire, on est dans une vague de prise de profit puisque depuis 2 jours, les indices américains sont en baisse. Donc le semi-conducteur index qui avait pris plus de 10% depuis le début de l'année rend un tiers de sa performance pour l'instant. On s'en sort encore pas trop mal. Le S&P et le Nasdaq sont en baisse de 2,5 et 2,05% respectivement, comme vous pouvez le voir. Et puis, eh bien, en Europe, ça tient toujours pas mal, puisque on sait très bien que les vedettes de ce début d'année, eh bien, c'est bien évidemment le DAX, le CAC et le luxe en général. On a assez entendu parler de la fortune de Monsieur Bernard Arnault, et le luxe, on va y revenir dans 2 minutes en parlant des titres individuels en Suisse. Si je regarde les meilleurs performeurs de la Suisse cette semaine, c'est Sika qui remporte le titre et c'est le Crédit Suisse qui finit en tête de peloton, là où ils ont l'habitude d'être souvent là, même si la semaine dernière se fait et c'était eux qui étaient en tête. On viendra aussi un petit peu au sujet du Crédit Suisse tout à l'heure. Mais globalement, ce qu'il faut retenir, c'est que l'un dans l'autre, c'est pas non plus des extrêmes monumentaux au niveau du SMI. Si je regarde les meilleures performances de la semaine, eh bien, nous avons EEIIAG. Alors, EEIIAG, c'est un fonds d'investissement qui investit sur l'Europe de l'Est. 51% de rebond sur la semaine, ça veut pas dire grand-chose parce qu'il y a eu 0 volume, il y a juste 2 prix payés dans la semaine qui ont fait que tout d'un coup, ça s'est retourné. Mais autant vous dire que comme leur centre d'investissement, leur préoccupation principale d'investissement, c'est la Russie, ça ne veut pas dire grand-chose. En deuxième position, nous avons le Clancher qui a laissé entendre, enfin on va dire ils se sont autorisés à penser dans les milieux autorisés qu'ils auraient fait des grosses avancées sur les batteries au lithium. Forcément, quand aujourd'hui vous dites batterie, lithium et grosses avancées dans la même phrase, eh bien ça donne 28,75% de performance pour le Clancher cette semaine. Et puis dans les mauvaises performances de la semaine, pas grand chose parce qu'Autonoy, Ashiko, Igea, on s'en fiche un tout petit peu. Tsurosé qui corrige et qui avait bien anticipé l'espoir, encore une fois, de toute façon là aussi, dès que vous parlez d'ordonnance électronique, eh bien Tsurosé avait bien profité la semaine dernière. Prise de profit, en fait, il faut quand même retenir que pour l'instant, en cette fin de semaine, eh bien le signe de tout ça est sous la marque des prises de profit. On attaque maintenant l'aspect graphique du SMI. Alors vous voyez que grosso modo, ce qu'il faut retenir aujourd'hui, ce matin, c'est que le SMI est dans une configuration que j'ai envie d'appeler cas d'école. Cas d'école parce que vous voyez, nous sommes donc repartis sur une tendance haussière. Et comme vous le voyez aujourd'hui, cette tendance haussière, eh bien on est dans un canal qui est en train de se construire. Alors c'est plutôt intéressant parce que si on est vraiment dans un cas d'école, eh bien qu'est-ce qu'on va avoir ces prochains
temps, on va avoir un repli du SMI qui va venir se poser gentiment sur la moyenne mobile des 200 jours. On va dire au retour, on va revenir vers les 11 050, 11 000 tout court. Et puis après, on va aller chercher ce support qui sera ici. Et puis ensuite, on va recommencer à faire notre canal haussier, ce qui sera formidable parce que ce sera vraiment comme dans les bouquins d'analyse technique. Vous voyez en plus que les stochastiques nous accompagnent, donc on devrait encore avoir 2-3 séances un petit peu difficiles sur la Suisse. Mais après, on peut espérer qu'on revienne gentiment dans ce canal haussier. Et puis n'oubliez pas la création, la configuration, l'apparition de notre Golden Cross sur le SMI. Alors je sais, nous sommes en train de parler du Swiss Bliss, bien sûr, mais je suis quand même obligé de vous montrer le S&P 500 parce que j'en ai parlé toute la semaine, je l'ai montré plusieurs fois dans les Morning Bull Live, comme quoi le S&P 500 aujourd'hui eh bien, était dans une configuration là aussi que l'on qualifiera de cas d'école. Hein. Vous le voyez comment le nombre de fois qu'on a vraiment tapé et cette résistance qui est de plus en plus évidente. Hein. Là, ça fait 3 fois et là, ça fera 4 fois, évidemment, que nous sommes en train de tester cet aspect de trend descendant. Alors, c'est pas forcément une bonne nouvelle, mais au moins, là aussi, bonne nouvelle, c'est qu'on a réussi à faire pour l'instant un renversement de tendance en cours de route. Mais là aussi, ça paraît assez évident qu'avec les chiffres qui nous attendent, on pourrait aller rechercher de nouveau les 3780 sur le S&P 500 avant de pouvoir éventuellement encaisser un peu plus d'énergie et tenter cette fois de casser à la hausse. On dit en général dans ce genre de grande configuration triangulaire comme ça qu'à un moment donné, quand vous avez le triangle qui va se rejoindre, dans la dernière partie, eh bien, vous avez une cassure à la hausse qui se fait en général, ou alors une cassure à la baisse, bien sûr. Alors pour l'instant, on n'en sait rien, bien évidemment, mais on verra ça ces prochains temps. Ce qu'il faudra surveiller, effectivement, c'est que pour l'instant, eh bien, on est toujours dans cette tendance descendante. Alors prochain objectif, 3780 sur le S&P 500, et puis ensuite, on verra si on arrive à tenir ce support intermédiaire ici, et que l'on peut trouver l'énergie pour remonter. Sinon, eh bien, forcément, ce sera le retour en direction des 3550. Et ensuite, on parlera catastrophe une autre fois, parce que sinon, c'est pas très drôle. Dans les actions individuelles, ce qu'il faudra retenir cette semaine, c'est ceci. Tout d'abord, on va attaquer par le luxe. Hein. C'est pas très original, mais c'est un petit peu le sujet de ce début d'année. On l'a vu surtout en France, encore une fois, avec l'explosion d'LVMH. Hein. Je crois que vous pouvez pas ouvrir un bouquin, un journal, un téléjournal, une émission de télé en France sans voir la fortune de monsieur Bernard Arnault qui ne cesse d'augmenter. Alors nous, en Suisse, eh bien, on n'a pas LVMH, bien sûr, mais on a quand même un analyse de chez Jefferies qui a estimé cette semaine que Swatch était la plus à même de profiter du retour des Chinois dans l'arène de la consommation. Donc c'était une bonne nouvelle pour Swatch. Le seul problème, c'est qu'un bon bout de chemin a déjà été fait. Et puis pareil chez Richemont. Richemont a publié des chiffres aujourd'hui, s'ils sont pas extraordinaires, contre-performance en Chine jusqu'à maintenant, mais en même temps la Chine vient de rouvrir, donc on lui a donné le bénéfice du doute parce qu'on se dit finalement quand la Chine aura vraiment rouvert, on verra ce que ça peut représenter. Et d'ailleurs si on voit sur les charts, malheureusement la première chose qui frappe, c'est qu'on a déjà fait une grosse anticipation de tout ce qui va être bien grâce à la Chine. Alors si l'on regarde le graphique de Swatch, hein, vous voyez ce que je vous disais, alors là cette semaine on a donc eu cet upgrade de l'analyste de chez Jefferies qui s'est fait en milieu de semaine. Alors vous voyez qu'il y a eu le premier impact haussier sur l'annonce et puis derrière on est revenu en dessous largement. Mais il faut dire que dans l'ambiance actuelle, eh bien il y a eu quelques prises de profit et il n'y a pas besoin de vous dire que la hausse qu'on vient de se faire ici sur Swatch, eh bien c'est pas à cause de la dernière Omega qui est sortie sur le marché, c'est tout simplement le fait que les Chinois, en plus de faire la queue dans les grands magasins de luxe français, eh bien quand ils reviennent, ils passent encore par les manufactures horlogères à Genève ou ailleurs pour essayer de racheter un petit peu des montres. Donc globalement, c'est plutôt pas mal, mais une grande partie, comme vous le voyez, une grande partie du chemin a déjà été fait. Et même si on entend des targets autour de 360, j'ai l'impression qu'il faudra quand même essayer de récupérer un peu d'énergie en direction des 285 avant de pouvoir espérer attaquer la prochaine étape de l'ascension. Chez Richemont, donc comme je vous le disais, des résultats qui étaient en demi-teinte, il n'y a pas de quoi la ramener, mais effectivement, ça tient quand même relativement bien parce que, eh bien, la contre-performance qu'ils ont annoncée sur la Chine, c'est du passé et que maintenant on peut envisager le futur. Alors la performance là aussi, vous le voyez,
aller depuis les 120 jusqu'aux 130, 140 francs, là où on est allé récemment, eh bien c'est dû également à cette réouverture de la Chine et le fait que le luxe devrait bien se comporter. Et les commentaires de Richemont étaient relativement prudents, mais il faut aussi retenir là aussi que c'est des commentaires qui sont basés sur le passé, et le passé c'était l'année dernière, et c'était pas la même situation qu'on avait au niveau de la Chine. Dans les autres publications de la semaine, c'est pas les plus célèbres qui publient pour l'instant, mais on a eu des bons chiffres chez Montana Aerospace, qui se montrait assez confiant et assez constructif pour l'avenir. Alors il faudra noter que chez Montana Aerospace, le graphique il revient du fond des gorges de l'enfer, mais que on est aussi en train de construire une Golden Cross. Alors les Golden Cross, ça marche quand même déjà pas tout le temps, mais ça marche surtout sur les gros indices et les grosses sociétés et pas forcément sur ce type de boîte-là. Mais à noter quand même qu'après cette énorme correction qui nous a fait quand même passer de 40 au plus bas à 9, et bien là gentiment on est en train de se reconstruire. Et pour une fois, on avait des bonnes nouvelles du côté de Montana Aerospace. Du côté de Lindon Sprüngli, les résultats étaient bons aussi. Ça n'a pas forcément été salué par la critique. Donc globalement, pour l'instant, il n'y a pas grand-chose à dire. Du point de vue technique, Lindon Sprüngli est toujours en train de se battre et de consolider sur cette résistance tout en bas, en direction des 93 000, 94 000. Maintenant, il n'y a pas grand-chose à signaler. Le seul truc qui m'inquiète un tout petit peu d'un point de vue purement technique, c'est que c'est pas le secteur le plus sexy, que les stochastiques sont vachement surachetés, et que malgré ça, le titre n'a pas réussi à remonter. Donc je pense qu'on a le potentiel assez élevé de faire un petit retour sur Lindon Sprüngli. Forbo a publié des chiffres en fort ralentissement, raison hausse des coûts en général, et donc vous le voyez sur le comportement de la semaine, eh bien le titre s'est pété la figure sur la nouvelle avant de récupérer derrière. Autant vous dire que des fois c'est difficile de comprendre ce qui se passe dans la tête des investisseurs, mais mauvaise nouvelle, et puis finalement effacé directement derrière sur Forbo. Signalons encore Belimo qui a été downgradé cette semaine par Chevreux, et vous voyez que le downgrade a eu des conséquences, mais là aussi on s'est un petit peu récupéré en fin de semaine. Mais voilà, downgrade assez massif de chez Chevreux qui a fait pas mal de mal à Belimo. Ce graphique là, vous le connaissez, vous devez le connaître bien évidemment, puisque je crois que c'est un des graphiques qu'on a montré les plus souvent dans ce Swiss Bliss, et c'est bien sûr le Crédit Suisse. Le Crédit Suisse qui avait entamé sa reconstruction en début d'année. On le voit, et puis là, reprise de profit. Assez intéressant à observer chez le Crédit Suisse, c'est globalement le fait qu'ils ont déclaré que dorénavant ils voulaient asseoir leur position de numéro 1 dans la banque d'affaires en Suisse bien sûr, et que cette année ils sentaient que ça allait bien se passer. Alors en général, quand le Crédit Suisse dit que ça va bien se passer, il y a de quoi avoir un tout petit peu peur, surtout que ces derniers temps ils ont annoncé une avalanche de restructuration qui devrait entraîner une restructuration globale de la banque d'affaires, mais là ils veulent tout d'un coup rejouer le jeu. C'est clair que si le marché venait à redémarrer, que les deals revenaient, il y aura de l'argent à faire de nouveau là-dedans, mais c'est assez marrant comme les banques, et c'est pas uniquement le Crédit Suisse, comme les banques en général ont tendance à vouloir réduire la voilure parce qu'on a vécu une période difficile, et puis justement derrière, quand il y a le recovery story qui s'annonce, les mecs qui sont de nouveau à poil, et il faut recommencer l'histoire à zéro. Bon, le Crédit Suisse a fait cette annonce qui était un petit peu bizarre, le titre a continué de baisser un peu là-dessus, et puis derrière, alors on a eu le patron, monsieur Corner, qui était au World Economic Forum, invité par monsieur Klaus Schwab, le roi du monde, qui a donc déclaré durant son meeting là-bas sur CNBC que pour lui, eh bien, l'objectif était le retour à la rentabilité en 2024 et que tout se passait bien dans la restructuration pour l'instant. Et depuis qu'il a dit ça, eh bien, le titre baisse. Comme quoi, on voit qu'on a encore super confiance en ce que disent les managers du Crédit Suisse à l'heure actuelle. C'est triste, mais c'est comme ça. Et puis alors, je vous en parlais tout à l'heure, Leclanché qui a fait état des bonnes avancées au niveau de batterie sur le lithium. Alors, personne sait ce que ça veut dire au niveau technologique. Ce que ça veut dire surtout, c'est que pour l'instant, ça fait de la spéculation. Et donc, vous avez un titre qui prend 28% sur la semaine. Bon, il valait 47 centimes, il en vaut 58. Il n'y a pas de quoi non plus se rouler par terre. Surtout qu'encore une fois, eh bien, aujourd'hui, on ne sait absolument pas ce que représente une avancée technologique sur le lithium. Mais c'est un petit peu comme toutes ces nouvelles technologies où à chaque fois qu'on a des annonces, même si on ne comprend pas, on trouve ça super cool. Et donc, gros rebond chez Leclanché. Par contre, quand vous voyez la tronche du graphique, on n'est pas vraiment encore sorti de l'auberge par rapport à la descente aux
enfers dans laquelle on est depuis 2016. Donc il n'y a pas de quoi s'exciter. Néanmoins, on dira quand même qu'il y a une espèce de phase de consolidation. Et puis si à un moment donné, on arrive à redémarrer, et puis peut-être repasser en dessus des 1 franc, peut-être qu'on pourra commencer à dire quelque chose, mais pour l'instant, c'est de l'ultra spéculatif, bien sûr. Je termine avec la présentation des recommandations que j'avais fait au mois de décembre. On y retourne et on y retournera toutes les semaines, bien sûr. Donc, cette semaine, le net PNL, pour l'instant, on gagne 6,7% sur le Crédit Suisse, 11,9% sur Geberit, malgré une révision à la baisse du price target faite par Goldman Sachs. Zurich Assurance, on ne gagne rien, mais de toute façon, on encaissera les dividendes le moment venu. Ce sera toujours ça de prix sur les demi. Et Suisse Re, on avait bien démarré l'année, mais on a toujours 7,48% de performance. Et puis, Roche, on revient gentiment à l'équilibre. Et je veux être convaincu, et je suis convaincu, que Roche va finir par nous surprendre à la hausse. Et plus ça va, plus je m'en convainc. Ce qui me dérange, le seul truc qui me dérange au niveau du graphique, c'est cette espèce de pic de stochastique. J'aurais bien voulu qu'on soit un petit peu plus bas. Et pour l'instant, on va serrer les fesses en espérant qu'on arrive à tenir le 290, mais je ne serais pas surpris qu'un de ces quatre, Roche, revienne nous surprendre un petit peu à la hausse. Elle a été très calme ces derniers temps, elle n'a pas souvent fait grand chose, mais on va espérer un petit peu. En tout cas, moi je suis relativement confiant avec cette partie-là, un peu moins avec l'histoire des stochastiques, mais ça on le verra dans le futur. Voilà, c'est tout ce qu'on pouvait raconter cette semaine sur la Suisse. C'est ainsi que se termine ce Swiss Bliss du 20 janvier. Moi, je vous encourage à vous abonner comme d'habitude à la chaîne Suisse Côte en français. Vous pouvez également, si ça vous intéresse, me rejoindre sur Twitter. Vous avez l'adresse Twitter qui s'affiche en bas de votre écran. Et n'hésitez pas à vous abonner. Plus on est de fous, plus on rit. Pour le reste, n'oubliez pas de liker cette vidéo. N'oubliez pas d'aller voir le Morning Bull Live de ce matin si c'est pas encore fait. Il y a tout un chapitre sur le plafond de la dette américaine et c'est passionnant. Enfin, c'est passionnant parce que ça revient régulièrement, comme les chansons de Claude François. Et puis, mis à part ça, passez un excellent week-end. Et comme d'habitude, je vous retrouve lundi matin, ici, par là autour, pour parler des marchés pour ce début, cette nouvelle semaine qui commencera lundi dans un nouveau Morning Bull Live. Profitez bien, skiez bien, faites attention et prenez soin de vous. Et à lundi. Bye bye.